J'avais d'abord 3 propos liminaires. D'abord, par rapport à Catherine, on se connaît depuis les années SIDA. Les mots pour le dire, tout ce qu'elle avait développé. Les années SIDA, c'est une bonne réflexion pour nous parce que c'est là où le concept vivre avec est apparu. C'était l'éruption de la parole de personnes qui étaient dans une impatience. Ils allaient mourir. Ils n'étaient pas dans la chronicité dans les années 80. Ils ont été dans la chronicité à partir des années 97 quand il y a eu les antiprotéases. Et rappelez-vous, et ça a à voir avec notre sujet, et j'en dirai un mot dans un instant, quand ces gens qui étaient séropositifs ou malades du sida et qui pensaient qu'ils allaient mourir se sont retrouvés face à la possibilité de vivre encore, ils ont compris comment vivre, ils se sont posé les vraies questions, quel type de solidarité, alors qu'ils étaient relégués, et ils étaient déjà dans leur esprit condamnés à ne plus vivre. Et redonner vie à la vie, redonner sens à la vie, redonner un sentiment d'appartenance a été un grand défi. Donc c'était le premier point que je voulais dire par rapport à la question. On a aussi évoqué Georges Canguilhem, et il dit des choses importantes sur la maladie. Il dit la maladie, ça nous falsifie en quelque sorte, et notre relation à soi au monde en devient complètement différente. Donc il dit d'ailleurs, c'est comme si on était faux. Il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose qui nous dénature. Comment retrouver sa vérité, puisqu'elle a été ébréchée, elle a été abrasée par la rencontre avec une maladie dont on ne guérit pas. Parce que la chronicité, c'est aussi ça. C'est une maladie perpétuelle, d'une certaine manière. Elle ne s'achèvera, la maladie, sauf si on a les carticelles, j'allais dire, avec toutes les nouvelles technologies. On voit qu'il y a tout un ensemble d'avancées. Mais il faut vraiment prendre en compte ce qu'est la maladie et la chronicité. C'est une condamnation à la maladie. Et la vraie question éthique, c'est comment trouver de l'ouverture, de la liberté, et comment retrouver de la maîtrise. Je dirais dans un instant. Puis le troisième point, parce que je sais qu'Alain Toledano, auquel je rends vraiment pas l'hommage du médecin ou de l'inventeur de l'Institut Raphaël, mais on peut dire aujourd'hui, quelques années plus tard, une certaine forme de philosophie. Une philosophie de l'engagement et une philosophie de la relation. Et un de ses philosophes de prédilection est Emmanuel Lévinas. Et Emmanuel Lévinas, c'était son fils Michael qui me le confiait. Il est mort en décembre 1995. Avant de mourir, il disait « Qu'attendons-nous » Et la question de la chronicité, c'est aussi la question de l'attente. Et la désespérance ou l'usure de l'attente. La fatigue de l'attente aussi. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, quand on est dans un combat pour essayer de trouver une guérison, pour trouver une issue, c'est une chose. On a un objectif, on a un repère. On peut se mobiliser. Mais quand on est dans un temps avec ses incertitudes, avec ses va-et-vient, ces moments de rencontre favorables après une consultation ou de moments d'inquiétude parce qu'il y a une récidive, c'est ça aussi la chronicité, la lourdeur de l'expérience existentielle. Et donc, je vous demande vraiment de méditer. Qu'attendons-nous? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à attendre? Alors, je ne vous dirai pas l'interprétation philosophique qu'on peut en faire. Si j'avais, parce que le temps est compté, 3 points ou 4 points évoqués, je les évoquerai au nom des personnes qu'on rencontre dans notre cercle éthique de l'Institut Raphaël. Et je vous invite à nous y rejoindre un jour ou l'autre, à intervenir. Donc, depuis à peu près 5 ans, depuis le début, on a créé un cercle éthique avec des personnes qui sont accompagnées, qui parcourent la maladie à travers ce qu'il est apporté au niveau de la prise en soin globale de la personne à l'Institut Raphaël. Puis on fait venir philosophes, on fait venir aussi des professionnels. C'est un échange intéressant. La semaine prochaine, on abordera la question de la confiance. Se faire confiance, c'est aussi une question importante. À qui on fait confiance quand on a aussi été défié par son corps? Parce que la maladie fait éruption aussi par surprise, quelquefois. On ne s'y attend pas. Et d'une certaine manière, on a l'impression qu'on a été trahi à la fois par soi-même, par son corps, il y a même une culpabilité, puis une trahison qui envahit tout l'espace, puisque ce n'est pas uniquement la maladie. C'est une intrusion, j'allais dire violente, un tsunami, que d'une certaine manière, auquel rien ne nous prépare, d'une certaine façon. Et donc je prenais juste quelques éléments que je glane. Moi, je fais ma culture éthique depuis des années à Raphaël. Et j'aime autant vous dire que, je ne sais pas si on est professeur d'éthique à Raphaël, on est avec un compagnonnage assez unique, et de temps en temps, on a l'éruption d'Alain Toledano, qui vient nous lancer sur un certain nombre de pistes. Je pourrais vous raconter toute la soirée ce qu'on apprend, et quelquefois d'inattendu. Donc, premier point, qu'est-ce que c'est vivre la condition de la maladie et d'être réduit malgré tout dans sa pensée, tu l'as dit, dans son obsession, au fait qu'on est malade? Qu'est-ce que ça signifie, cette empreinte de la maladie, et en quoi c'est un statut d'une certaine manière pour certains, mais en quoi aussi c'est la perte de toute capacité de maîtrise et même de se projeter dans l'avenir. La durée, en quelque sorte, de la chronicité
est une durée pesante dont on ne sait pas quelle sera l'issue et on ne sait plus quelle stratégie d'espérance mener. Ça veut dire que, et c'est le premier point, ça renvoie à la question de la solitude, c'est souvent la relégation, l'incapacité de se penser, de le penser, et sans les autres, et c'est là où la solidarité est importante, la solidarité nationale. On ne peut pas dire, tout à l'heure, Alain a évoqué la solidarité, on est une vraie solidarité, on est un pays qui ne laisse pas les gens, qui ne les abandonne pas en général. Mais comment la société se mobilise, quel type de solidarité? Quand on voit l'Institut Raphaël, c'est une communauté de solidarité. Donc les uns les autres se soutiennent. Mais il y a aussi la vie en société. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très intime dans l'expérience de la maladie. On ne sait pas comment le partager. On veut protéger les uns les autres, toutes ces stratégies. Et on se retrouve non pas seul uniquement, mais relégué. C'est-à-dire hors temps, hors champ. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, et tu l'as évoqué, il y a la notion de perpétuité et la notion d'irrévocabilité. C'est-à-dire comment prendre prise. Et ce que je trouve très intéressant à Raphaël, c'est la stratégie de l'instant présent. Peut-être que vous ne guérirez pas, mais réappropriez-vous votre présent. Et on est là pour être avec vous. À l'Institut Raphaël, vous l'avez dit tout à l'heure, sont souvent des personnalités de grande qualité qui sont avec un investissement fort au-delà de leur capacité professionnelle, mais ils sont dans l'instant présent, ils sont dans le toucher, ils sont dans l'acte, ils sont dans le mouvement. On n'est plus dans quelque chose de statique. Et ça fait que la personne se réanime d'une certaine façon et reprend conscience qu'elle existe, qu'elle est reconnue par un regard, par un massage, par tout cet environnement. Et je crois que c'est très important. Pas tout dire le Caire, on est dans une société extrêmement violente. C'est une société de l'indifférence, souvent de l'individualisme. Et en plus, c'est une société qui ne sait plus reconnaître la temporalité, puisqu'on est une société de l'instant présent. Donc comment s'inscrire dans une historicité, comment se dire je vais vivre un parcours, alors qu'on est à zapper le quotidien. Et la personne a le sentiment d'être très vite zappée. Zappée de son milieu professionnel, par exemple, où elle ne sait plus comment elle retrouvera prise, zappée de la vie sociale en général, bref, dépréciée. Et je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de périmé avant l'heure. Et on voit cette espèce d'errance, et à mon avis, ça doit être analysé d'un point de vue quasiment phénoménologique. Ensuite, troisième point, comment la maladie s'incruste, s'insinue dans notre temporalité, c'est-à-dire là où on avait des repères, là où on avait le sentiment qu'on écrivait encore une histoire. Qu'en est-il de cette histoire qu'on n'a pas envie de vivre, qu'on n'a pas envie de vivre en tant que malade? Quelles sont les possibilités de liberté? C'est pour ça que je posais comme question importante la question de la délivrance et la question de la capacité de résister. Je trouve que, par exemple, la médecine intégrative, le regard que, ne serait-ce qu'en consultation, tu portes sur une personne qui vient ravagée par l'inquiétude et l'imminence pour elle d'avoir tout perdu, y compris sa vie, l'a réconforter en lui disant « mais il y a encore quelque chose à vivre » et peut-être quelque chose que vous n'auriez jamais vécu si vous n'avez pas rencontré la maladie. Ce n'est pas donner du sens à la maladie, mais c'est d'en faire quelque chose, et d'en faire un instrument. Et on voit Raphaël, mais pas qu'à Raphaël, on voit des gens qui sortent renforcés, c'est-à-dire qui revoient leur existence, qui hiérarchisent autrement leurs priorités, et qui vont véritablement à un essentiel, et qui vous disent au quotidien, mais c'est la même chose, c'est les professionnels, hein, c'est pour ça que moi je ne fais pas de sériation, ils vous disent au quotidien, non pas je tire un bénéfice, c'est pas la question du bénéfice secondaire qu'on emploie à mon avis d'une manière assez péjorative, c'est comment je me découvre autrement autre part, avec les quelques personnes avec qui j'ai envie de partager quelque chose. Et il y a aussi tout ce travail d'élagage, tu l'as vécu, et tu vois à quel point les essentiels restent, donc il y a aussi ces éléments à prendre en compte. Ensuite, également, je ne vais pas vous faire tout l'inventaire parce que quand je dis 5 minutes, c'est vraiment 5 minutes, en quoi la maladie détermine notre temporalité et comment, et on le voit quand on est sous traitement, il y a le rythme du traitement, il y a tout l'ordonnancement du traitement. Il y a des gens qui quelquefois dérogent, tu as dit, il y a la compliance, pas la compliance, il y a les gens qui veulent bien faire, et quelquefois des gens qui font très bien, malheureusement ça échoue. C'est aussi ça la désespérance, c'est-à-dire il n'y a pas de bonne conduite, il n'y a pas de bonne morale. La maladie est très immorale, et c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Tout ce à quoi tu étais attaché, tout ce que tu croyais véritablement solide, d'une certaine manière, devient évanescent à certains. Donc comment retrouver de la cohérence qui n'est pas que de la rationalité? C'est pour ça que quand tu développes par exemple la dimension de spiritualité aujourd'hui, et ce que tu fais aussi, c'est-à-dire l'approche de la spiritualité, au sens non pas religieux, mais au sens de l'intériorité de la personne, l'intégrité et la capacité de dépassement, c'est quelque chose d'important. Quelques autres points, et j'en ai terminé. Un des grands défis, c'est se maintenir dans la durée. Voilà. Et je dis,
pour moi, un des axes forts de Raphaël, c'est comment on accompagne la personne dans le long cours. Parce que c'est un parcours au long cours, d'une certaine manière, dont on ne sait pas comment on s'en sortira et avec qui on s'en sortira. Parce que c'est aussi un parcours où il y a énormément de renoncements personnels, mais il y a aussi des deuils. Il y a des gens qui vous quittent. Il y a des couples qui implosent. Il y a des enfants qui ne s'en remettent pas. C'est ça aussi, la chronicité. C'est-à-dire, on ne veut pas imposer à l'autre cette espèce de souffrance qui est existentielle, qui est multiple. Et donc, à épargner, il y a quelquefois de l'ordre du sacrifice. Moi, ce qui me frappe, c'est comment des gens ont cette espèce de souci de préserver l'autre, y compris en disant comment ça se passera quand je ne serai plus là, alors que je suis déjà, d'une certaine manière, plus présente à ce qu'ils attendaient de moi jusqu'à présent. Donc, ce maintien dans la durée, c'est la question du maintien. Et pour moi, se maintenir, c'est pouvoir réinvestir la sphère intime, la sphère privée, c'est-à-dire tout ce qui est nos essentiels. Et se trouve aussi à Raphaël, on est très respectueux de la singularité des gens, on les reprend dans leur histoire, et on dit il y a encore d'autres étapes à vivre, et vous allez les vivre différemment si vous trouvez en vous des ressources. Je trouve que ce travail de sourcier à Raphaël, et quand on fait nos rencontres d'éthique, je vois aussi bien au niveau de la danse, au niveau du yoga, alors ça paraît pour des gens qui ne sont pas Raphaël quelquefois énigmatique. Quand tu arrives à Raphaël, tu étais un peu surpris au départ. Mais quand tu vois ça concrètement, tu le touches et tu vois ce que ça construit, tu prends moins ça d'une manière distancielle et tu t'interroges sur une médecine qui est dans la technicité. Combien de personnes sont dans l'errance et ils ont la technicité, mais ils n'ont pas les moyens de vivre la maladie. Et le vécu existentiel est important. Je termine sur plusieurs points. Il y a le philosophe Koselleck qui parle des horizons d'espérance. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de retrouver de l'espérance. Ce n'est pas de l'espérance sur gnognotte, ce n'est pas du TF1, c'est une espérance quasiment métaphysique. Et une espérance à laquelle s'arrimer, quel que soit ce à quoi on va être confronté. Parce que ce qui me paraît vraiment important aussi dans l'expérience de la maladie chronique, c'est l'imprévisibilité. Il peut y avoir des belles choses, et il y a des moments extraordinaires, il y a des gens qui disent je vis des choses extraordinaires, et puis il peut y avoir la catastrophe. Et c'est cet inattendu, c'est-à-dire comment s'acculturer à cette vulnérabilité existentielle dont on parle beaucoup, mais on la vit, j'allais dire intensément, et j'allais dire sans alternative. C'est là où on comprend mieux, et ça va être débattu à l'Assemblée nationale dans les mois qui viennent, dit le président de la République, la question de la fin de vie. Parce qu'à un moment donné, les gens ont le sentiment de vivre une imposture. Pas uniquement au niveau de la souffrance physiologique, mais au niveau de la souffrance existentielle et de ce sentiment de ne plus exister. Les gens ils parlent souvent même de mort sociale et d'euthanasie sociale aussi. Donc tous ces éléments sont à prendre en compte. Où on va se ressourcer, à qui on peut faire véritablement appel dans ces moments de flottement où on ne sait plus ce à quoi on doit croire et si on croit déjà en nous. Et c'est là aussi il y a quelque chose d'important, Raphaël, c'est quand les gens arrivent, on leur fait confiance, on croit en eux. Et il y a un travail de réciprocité. On vous fait confiance, mais vous devez nous faire confiance, il y a un engagement réciproque. Et je termine sur 2 points. Je pense qu'il y a une question très importante, c'est se rapproprier le réel, c'est-à-dire dans la chronicité, comment s'arrimer, quel réel se rapproprier, la réalité, l'immédiat. Et là, on est vraiment, Madame la députée, au cœur de la vie démocratique. Et souvent, Alain nous parle du coût, de l'investissement en termes de santé, si ce n'est pas accompagné humainement par une réponse en termes de sollicitude et de solidarité politique. C'est-à-dire vous avez notre place parmi nous. On ne se contente pas de vous dire vous avez le droit à ceci ou à cela, vous avez votre place. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui, accompagné ce phénomène, on dit qu'il y a énormément de personnes atteintes de maladies chroniques. On ne peut pas réduire la personne ni à sa maladie ni à sa chronicité. Donc comment retrouver, par exemple, je trouve que le travail de Catherine de ce point de vue-là est aussi très intéressant. Quand les gens ont traversé les écueils, quand ils ont franchi sur le front toutes les difficultés au quotidien, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, je ne dis pas que c'est un bénéfice, mais en tous les cas, ils ont une richesse, un savoir, une culture et une expertise qu'ils peuvent partager avec d'autres, mais qu'ils peuvent aussi partager avec une société qui est épuisée aussi dans ses modèles, qui est épuisée aussi dans ses intentions et ses intentions démocratiques. Donc, moi, je terminerai à dire que à travers un peu une approche, je m'excuse, un peu synoptique, parce que j'ai la pendule devant moi. Rendez-vous à l'Institut Raphaël, nos rencontres d'éthique peuvent se prolonger quelquefois tardivement, donc vous regarderez sur le site et vous êtes les bienvenus. Je terminerai sur un point. Pour ne pas donner l'impression aux personnes qu'elles sont comme des condamnés sans issue,
à la perpétuité, qu'elles vont être, j'allais dire, assistées et dépendantes de stratégies thérapeutiques plus ou moins abusives en termes d'intrusion, en termes d'abrasement de ce à quoi la personne est attachée, avec tout ce qu'il y a aussi comme atteinte et comme affront corporel, enfin je veux dire au niveau de l'image. Je dirais que ce qui me semble probablement l'enjeu le plus important, c'est l'enjeu de liberté. C'est-à-dire, pour moi, et ça revient dans ma conclusion à ce qu'est l'Institut Raphaël, c'est un lieu de vérité, c'est un lieu d'humanité et c'est un lieu de reconquête de la liberté. Et quand les gens mènent ce combat pour la liberté, ils mènent vraiment ce combat pour nos libertés en tant que de démocrates. Donc je trouve que le paradigme, quand on comprend ce qui se passe là, pourrait enrichir, à mon avis, la palette politique de notre pays. Merci de votre attention. Moi, je suis anciennement Yasmine Azoug. Je suis anciennement cadre en direction marketing et commercial dans des grands groupes qui sont des belles fabriques de profit, mais qui sont aussi de belles fabriques de stress et de maladies chroniques à venir ou présentes. Je suis en cours de reconversion en tant que praticienne en massage bien-être et énergétique, avec des velléités sur de la naturopathie, l'herboristerie, des huiles essentielles. Donc j'aurais bien voulu avoir votre avis, votre regard ou éventuellement les actions que vous menez en tant que médecin ou en tant qu'agent ou acteur politique, notamment vos interactions avec le Conseil de l'Ordre des médecins, qui n'a pas forcément un très bel avis sur les médecines dites douces et qui peuvent, je pense, évidemment contribuer au care dont vous parlez depuis tout à l'heure. Merci. Merci. Merci à vous. Bon. Ah ben merci de rentrer dans le dur. Hein, il va falloir y aller, hein, de toute façon. Bon, on va le faire en plusieurs étapes, mais on va quand même répondre. Okay. Donc il est vrai qu'il y a une espèce de polarité dans le débat entre des médecines dites douces ou parallèles, ce qui n'a pas de sens. Il faut qu'elles soient... Pourquoi il y aurait de la médecine conventionnelle, selon quelle convention, et des médecines parallèles? Le fait est qu'il y a des dérives sectaires et que tous les patients ne sont pas en sécurité. Donc on doit saluer à l'Assemblée nationale l'action de la Miviludes et de tous ceux qui luttent contre les dérives sectaires. Mais quand on a dit ça, s'il y a 7, 8 ou 9% de problèmes complexes à gérer, on a plus de 50% de la population qui ont recours à des médecines complémentaires, à des interventions non médicamenteuses. L'idéal, c'est de sécuriser le parcours patient et de le réguler. Alors, je vous donne un exemple de ce qu'on fait en pratique. Donc, à titre personnel, je me suis engagé, ça m'a valu pas toujours des commentaires sympathiques. Je ne suis pas naturopathe, mais j'ai des naturopathes qui travaillent avec moi. Et donc, une des naturopathes, Cécile, qui est avocate, une autre, Corinne, qui était journaliste, elle s'occupait de Nelson Mandela, donc des femmes bien sous tout rapport, plutôt sympas, et qui donnent du temps, de la considération, qui savent respecter les silences, qui savent reformuler, qui savent mobiliser les ressources intérieures de leurs interlocuteurs. Donc qui sont de vraies soignantes, qui soignent avec des mots, qui ne tuent pas avec des mots. Maintenant, elles ont appris les principes d'une naturopathie qui a des bonnes choses, et où il y a des choses aussi à revoir. Donc on discute avec les écoles de naturopathie. Donc sur 1500 soins de naturopathie, pour 500 patients, on va diminuer de 70% les diarrhées lorsqu'on pose certaines indications. Ça mine la vie des gens, la diarrhée. Il y a des gens qui n'arrivent pas à tenir une réunion ou qui n'arrivent pas à se réunir entre amis. Donc il y a certains principes de donner du temps, de faire de la prévention, de travailler sur de la nutrition, qui sont fondamentaux. Après, il y a des principes très symboliques, ce qu'on appelle l'humorisme, la théorie des humeurs. On ne fait plus de saigner. Donc ça travaille de façon symbolique. Mais après, il y a certains autres principes où il va falloir réagir. En naturopathie, par exemple, le causalisme. C'est comme si on voyait quelqu'un et on se disait « ta maladie, elle est due à ça ». Alors qu'en fait, on peut essayer d'évoquer des hypothèses pour faire des corrélations. Mais on ne peut pas établir au pif un rapport de cause à effet. Donc entre l'interprétation primaire et l'interprétation secondaire de ce qu'on fait, c'est pas pareil. De façon assez générale, quand on fait travailler des soignants entre eux, ce qu'il faut, c'est de la cohérence dans le discours. Il faut former les gens pour avoir des gens capables de prendre en charge des patients. On ne peut pas les ostraciser, les mettre de côté. On a plein de soignants en France qui veulent donner du temps, de l'énergie, et qui sont tout à fait intelligents, et vous en êtes la preuve. Dans la manière dont vous vous exprimez, on a envie d'être soigné par vous. Mais encore faut-il être bien formé, et que ce soit compatible avec le discours, avec une méthodologie, pour ne pas qu'on voit les dérives apparaître.
Donc oui à l'intégration des disciplines, mais avec une méthode et une sécurité. Et il faut qu'on arrête d'opposer les différentes médecines, mais en les régulant. Et on a ici des gens très ouverts, on a comme des représentants de l'Académie nationale de médecine, qui sont ici et qui disent ouvertement l'importance de cette stratégie d'intégration. Mais on ne peut pas non plus accepter que tout le monde, pour des raisons marketing, se dise pour la médecine intégrative et viennent, entre guillemets, se vendre avec des patients qui pourraient être crédules. Donc on a un besoin politique de réguler les pratiques, de mieux enseigner, de se parler, de créer des terrains de stage. Voilà. Et c'est ce qu'on doit faire, mais il faut d'abord culturellement libérer un peu la parole, dire les choses et commencer à avoir des expériences pilotes et financées, parce qu'on ne peut pas laisser les patients et les praticiens dans la précarité. Et puis il va falloir travailler, ça va mettre un peu de temps, mais il n'y a pas d'autre voie. Les autres pays européens, et même outre-Atlantique, même les Indiens qui ont présidé le G20, on a participé aux commissions civiles du G20, l'Organisation mondiale de la santé. Donc il y a un grand mouvement international, européen, qui va un peu plus vite que le mouvement français, mais qui réfléchit bien et qui va y aller aussi, hein, où il va falloir qu'on fasse de la régulation. Donc il faut appeler de nos voeux les initiatives, mais il faut avoir comme critère d'efficacité la protection du patient et l'évaluation de nos pratiques. Il y a des droits, on a une forme de liberté, mais il y a des devoirs aussi. On ne peut pas utiliser la fragilité d'un patient à son insu pour se faire un nom. Donc il faut qu'on arrive à réguler les parcours. Ouais. Je me permets juste d'intervenir là-dessus parce qu'il y a quand même quelque chose à appuyer parce que actuellement donc dans l'hémicycle, enfin là c'est la pause, mais ça va recommencer dans une demi-heure. Donc on étudie le projet de loi donc, par rapport aux dérives sectaires et c'est vraiment ça en fait ce qu'on fait actuellement, c'est réguler les pratiques. Donc en fait on est réunis ici justement avec cet espoir-là et nous on est en train de le faire et ça je trouve ça plutôt beau en fait de se dire qu'il y a une belle synchronicité. Si l'Institut Raphaël n'était pas un lieu d'excellence scientifique, avec des grands cancérologues, avec des spécialistes, des professionnels de haut niveau, parce qu'il ne s'agit pas de dire on est ceci ou cela, il faut avoir des vraies compétences, et un sens véritablement de leur responsabilité, pas un instant je serais resté à l'Institut Raphaël. Pour moi, ce qui me paraît extraordinaire dans cette aventure, c'était un laboratoire de créativité extraordinaire, avec des gens qui sont tous à des niveaux de compétences dans leur domaine, y compris dans ce qu'on appellera ces médecines d'accompagnement, beaucoup plus que médecine complémentaire. Et les gens qui sont, j'allais dire, dans cette espèce de satellite extraordinaire, de cette constellation qu'est Raphaël, ne sont pas des médecins, je veux dire, essentiellement. Ce sont des gens qui ont une compétence, qui ont développé une compétence professionnelle dans des champs qui ne sont pas des champs déconnectés aussi d'une expertise. La vraie question, et je termine sur ce point, c'est effectivement la question de l'évaluation. Et moi, je vois qu'à l'Institut Raphaël, le souci d'évaluation est quelque chose qui est de l'ordre de l'obsession aujourd'hui. Et à la survie de Raphaël, c'est quand même pour beaucoup lié au fait qu'on puisse être probant, en quelque sorte, dans ce qui est fait, et qu'on ne donne pas l'impression d'être dans l'approximatif et dans l'amateurisme. Et il y a 3 semaines, il y avait la réunion de ton grand conseil, extraordinaire, je dis il y a 3 semaines, et on a vu la diversité des approches qui étaient présentées pendant quasiment 3 heures. Et quand on voit le souci d'investissement, l'exigence de ces professionnels, on a le sentiment qu'on n'est pas dans quelque chose de superficiel. On a l'impression que quelque chose se construit. Et un nouveau modèle s'invente, d'une certaine manière, il est fait avec beaucoup de rigueur. Et j'aimerais bien survivre encore 5 ans pour être là au 10e anniversaire de l'Institut Raphaël. En tout cas, le fait de travailler à l'Institut Raphaël vous donne de la force pour voir comment les gens adhéreront à ce modèle, parce qu'effectivement, il y aurait eu des résistances qui ont été dépassées par les faits mêmes, c'est-à-dire ce qui est développé aujourd'hui. Voilà. Donc moi, je ne suis pas du tout dans cette espèce de suspicion, mais on sait que c'est possible d'être contesté dans la méthode de ce qu'on met en place.